Lacan, nous et le réel, 65e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors nous allons commencer par une petite anecdote drôle, disons, là encore convient-il, pour la trouver drôle, de se trouver à une distance respectable et de pouvoir avoir pris l'habitude de rire de soi-même, parce que pour certains ce n'est pas drôle du tout, mais là, l'incurie médiatique vient d'atteindre un sommet jamais atteint jusqu'à maintenant. Il y a eu une espèce d'épisode dans cette fameuse guerre entre la Russie et l'Ukraine où, à une certaine heure, donc, ce qui s'appelle le commando Wagner ou les troupes Wagner, je ne sais pas exactement, étaient considérés comme des nazis qu'il fallait combattre à tout prix, etc. Une heure après, tous les médias étaient d'accord, c'était vraiment les combattants de la liberté. Et une heure encore plus tard, c'était redevenu des nazis, etc. Tout ça, bien sûr, avalisé par un nombre d'experts considérables en relations internationales, les inévitables BHL et tous les crétins de l'incurie médiatique réunis sur les plateaux de télé en train de gloser. Et donc, bien sûr, c'est drôle, hein, ça a un côté profondément comique. Mais ça ne doit pas nous faire oublier le symptôme qu'il y a derrière et qui s'est révélé, disons, de la manière la plus aiguë avec le covidiotisme, c'est-à-dire une forme de chaotisation générale des esprits où, évidemment, tout ce qu'on vous raconte dans les médias est intégralement faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est faux? Ça ne veut pas forcément dire que c'est faux pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus pour les sujets une possibilité de concevoir le fantasme comme étant le lieu qui fait par l'imaginaire un effet de signifiant. Donc, plus personne ne peut concevoir aujourd'hui, parmi ces gens qui sont nimbés d'une certaine autorité, ce que Lacan a nommé les noméas, hein, puisque dans la disparition du nom du père, des noms du père, le père nommant, bien sûr, le père réel, tel qu'on l'a vu dans les derniers séminaires, bien sûr, ce qui vient s'y substituer, ce sont des noméas. Donc, comme ils sont noméas, qu'ils ont des fonctions, ils se prennent au sérieux et ils ne font pas la différence entre leur fantasme et le réel. Donc, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ils ne voient le monde qu'à travers la fenêtre de leur fantasme. Être nommé à quelque chose, voilà ce pour nous. Au point de l'histoire où nous sommes trop préférés, je veux dire effectivement préférés, passer avant ce qu'il en est du nom du Père. Il est tout à fait étrange que là, le social prenne une prévalence de nœud qui littéralement fait la trame de tant d'existence, c'est qu'il détient ce pouvoir du noméa au point qu'après tout, s'en reste un ordre qui est de faire. Qu'est-ce que cette trace désigne? Comme retour du nom du Père dans le réel, entend précisément que le nom du Père est verworfen, forclos, rejeté, et qu'à ce titre, il désigne, si cette forclusion dont j'ai dit qu'elle est une principe de la folie même, est-ce que ce noméa n'est pas le signe d'une dégénérescence catastrophique? Donc, tout ce qui est dit dans les médias est forcément faux, puisque vous assistez
à un étalage de fantasmes subjectifs, certains partagés plus ou moins avec des différences, mais il n'y a plus de possibilité d'entrer dans le domaine de la parole et de l'écart qu'il y a entre le fantasme et le réel. Et ça, c'est bien sûr tout le travail de la psychanalyse, d'arriver à démontrer, notamment par le travail fait par Lacan sur les discours, que le discours du maître est le discours de l'évacuation du fantasme. Et donc, le symptôme, là, évidemment, il énonce que nous sommes dans un discours du maître radical qui est le discours capitaliste, puisque dans la structure donc des discours, le discours capitaliste est celui qui, produit par une copulation perverse entre le discours universitaire et le discours du maître, va former ce discours qui n'en est pas un, puisqu'il ne fait pas lien social, et qui inverse le rapport du sujet au signifiant. C'est-à-dire que le sujet, aujourd'hui, croit pouvoir dicter sa loi au signifiant, alors que le sujet lui-même, on l'a vu plusieurs fois, est un produit du signifiant, c'est un effet du signifiant. Le sujet vient du fait que, dans la manière dont Freud va réexplorer ce qu'il en est de l'expérience humaine, il va replacer l'homme au centre de sa possibilité de rapport avec la nature, non pas selon le principe que ça serait quelque chose d'inné, mais par rapport au rapport que l'homme entretient à sa parole. Et donc c'est là que va intervenir cette notion, disons, de grand autre. C'est le lieu dans lequel les choses s'articulent à partir du signifiant. Ce qui n'est plus le cas, puisque nous sommes en plein signifié. Donc en plein signifié, ça veut dire que les gens ont chaud parce que c'est l'été, ils sont tellement possédés par le discours dominant que ça va être le réchauffement climatique. Donc tout ce qu'on vous annonce en termes de ce qui a été déjà appelé ici les saucisses idéologiques, c'est-à-dire, je les répète, l'innovationnisme technologique, ce qui veut dire que tout sur Terre peut être résolu par l'invention de ces techniques numériques, et donc chacun sait que l'informatique n'a jamais résolu d'autres problèmes que les problèmes posés eux-mêmes par l'informatique. Donc jamais l'expérience humaine ne pourra être assimilable à quelque chose de l'ordre de l'informatique. Donc l'innovationnisme technologique, bien sûr le climatisme, écologisme, donc ça ne veut pas dire que il s'agit de négliger la dimension de l'écologie. C'est l'écologisme qui est à critiquer, étant donné que ça devient une idéologie pour bobos parisiens, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais mis un pied dans la nature, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que ni une vache, ni un mouton, ni un arbre véritable, et qui vont produire des énoncés qui vont construire, selon le mode d'évacuation du fantasme tel qu'il apparaît dans le discours du maître, ce qu'ils appellent une théorie, mais qui n'en est pas une, puisqu'une théorie, je vous rappelle que ça naît de la pratique pour en éclairer les modalités concrètes. Donc c'est pas une théorie, ce sont des rationalisations. Donc on a ces 4 saucisses-là, avec évidemment l'antiracisme, vous savez que l'antiracisme n'est qu'un racisme au second degré, on n'a pas besoin de se définir comme antiraciste si on n'éprouve pas du tout le racisme. C'est juste quand on se dit antiraciste ou qu'on se fait passer pour tel, ça veut dire qu'on se met dans une position subjective où on pourrait statuer sur ce qui est bien pour l'autre. Donc on le voit que du point de vue psychanalytique, c'est une aberration, c'est impossible de se mettre dans une position comme ça. Et puis bien sûr, la 4e saucisse, qu'on a déjà un peu exploré, mais bientôt sortira un livre là-dessus, c'est le LGBT féminisme, qui est alors carrément l'évacuation de la division sexuelle, et donc l'évacuation du réel pour le sujet que nous sommes. Donc nous sommes dans une procédure là de chaotisation du monde qui veut dire que tous les énoncés qui vont venir sont des énoncés qui concernent les fantasmes de ceux qui les énoncent, mais qui
sont pris pour des réalités entre guillemets objectives, parce qu'on l'a vu, réalité objective, c'est aussi une contradiction in adjecto, en tout cas depuis Hegel, et surtout depuis la psychanalyse, puisque le sujet contribue lui-même à la réalité qu'il fonde de sa position dans la chaîne signifiante. Donc, ce qui est le problème de base pour le sujet, on l'a vu au cours des 2 derniers séminaires, c'est cette disposition du désir dans sa dialectique avec la demande d'articuler quelque chose qui met en place ou pas l'autre avec un grand A. L'autre avec un grand A qui va être assumé ou pas en tant que tel, c'est-à-dire dans sa radicale altérité, comme lieu de la parole, ou dans son déni, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'altérité radicale de l'autre, mais le déplacer de telle manière que il y a une inhibition qui va se faire par rapport à un petit autre. Et là, on a donc quelque chose qui est remarquable, qui est la différence dans la névrose au départ. Enfin, aujourd'hui, plus personne de sérieux ne peut considérer l'hystérie comme une névrose. Nous l'avons vu, l'hystérie est un discours, donc ce n'est pas une névrose. Nous avons vu comment naît la psychanalyse à partir justement de cette dimension de l'hystérie, où Freud sort de sa position de maître pour écouter et entendre la parole de l'autre en lui présupposant ce savoir qu'elle ignore et qu'elle ignore. Et lui, dans sa position, c'est pour ça que c'est lui qui monte au plus haut la possibilité de la lettre elle-même, du concept même de l'être, qui s'origine donc chez les Juifs, on l'a vu la dernière fois avec la consonantique, la lettre qui vient couper, et en même temps, en tant que coupelle qui vient recueillir le sens pour affaiblir toute la dimension imaginaire et essayer de retrouver la logique dans laquelle se trouve l'homme. Donc cette hystérique-là, elle est dans un rapport à l'autre qui lui fait considérer chaque petit autre comme porteur du grand autre. Elle essaie d'élever chaque petit A à la dimension du grand A. Mais ça se fait de manière très inconsciente, bien sûr. Mais ça suit une stratégie. C'est-à-dire que par rapport à ce rapport à l'autre qui caractérise l'hystérique, elle va essayer de conserver, donc de protéger sa position subjective. Donc elle a intérêt à ce que l'autre, de qui elle va remettre la parole en question, je vous rappelle que la question de l'hystérique, c'est « Qui es-tu » ou plutôt même « Qui suis-je » pour que toi, tu me dises qui je suis. Donc on voit que c'est une position paradoxale, c'est un fait de logique, et que l'hystérique va toujours élever l'autre avec un petit A à la position du grand A, évidemment pour le destituer. C'est-à-dire, l'hystérique cherche un maître qu'elle pourrait dominer. Bien sûr, si elle arrive à le dominer, ça n'intéresse plus, il va falloir qu'elle en trouve un autre. Donc, dans ce rapport-là, ce qui est en jeu, c'est surtout une logique, une dynamique. C'est pour ça que dans la cure, les analysants sont hystérisés. Ce que l'analyse institue comme expérience analytique, on peut dire simplement, c'est l'hystérisation du discours. Autrement dit, c'est l'introduction structurelle par des conditions d'artifice du discours de l'hystérie. Celui ici indiqué d'un grand H. Oui, vous essayez de pointer l'année dernière en disant que c'est le discours qui existait et qui existerait de toute façon, que la psychanalyse soit là ou non.
Parce que derrière ça, il y a bien sûr la position du sujet. Vous vous souvenez que ce sujet, qui est en position de vérité dans le discours du maître, c'est-à-dire en bas sous la barre à gauche, ce sujet-là qui est barré, qui est en position de vérité, va être représenté par un signifiant S1 au-dessus de la barre pour un autre signifiant S2 qui ne le représente pas. Et donc, il va se produire de cette opération-là une évacuation du petit a, ce qui est l'illustration de ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire dans le discours du maître originel, c'est-à-dire celui qui est inscrit tel quel par Lacan dans son séminaire L'envers de la psychanalyse, immédiatement, c'est une structure, donc une structure à partir de laquelle peut se lancer la possibilité de notre civilisation. Et pour ça, donc, nous avons cette évacuation de la notion de fantasme, parce que il y va de la survie de l'espèce et du petit groupe. Donc, on ne peut pas considérer cette notion de fantasme, et elle est évacuée. Mais bien sûr, elle va revenir, c'est le principe des quatre discours, avec le petit a qui va être placé différemment chez l'universitaire et chez l'hystérique, pour tenter de le réduire et de l'éliminer. Évidemment, c'est impossible d'éliminer le petit a, et ce petit a-là, évidemment, la seule possibilité de faire avec, ça va être le discours de l'analyste, mais qui réclame un saut qui passe par le discours de l'hystérique. Donc l'hystérie n'est pas à considérer comme une névrose, puisqu'elle permet l'avènement du sujet et de retrouver la trace du sujet. En tout cas, je suis certain que si pour l'homme ça va qu'à un gars, c'est grâce à un truc qui permet de d'abord de rendre insolite. Voilà ce que me dit le discours qui, industrieuse comme elle est, il ne la présente pas. Ça n'est pas son mystère. Beaucoup d'hommes qui sont analysés et qui, de ce seul fait, sont bien forcés aussi d'en passer par le discours hystérique. Puisque c'est la loi, la règle du jeu. Je ne sais pas, qui est du rapport entre homme et femme. Nous voyons donc l'hystérique fabriquer comme elle veut un homme qui serait animé de désir de savoir. Alors c'est là où je vais me permettre une petite approche, disons, dynamique des positions, et notamment donc du rapport entre la névrose obsessionnelle et ce qui s'appelle encore pendant un certain temps la névrose hystérique, avant de se rendre compte que effectivement ce n'est pas une névrose puisque c'est un discours. Bon. Donc avant d'en arriver là, je vous rappelle donc que il y a cette notion, ce qui nous a mis sur la voie de tout ça, c'est cette petite phénoménologie de l'échange de regards entre la mère et l'enfant, où l'enfant va essayer de s'identifier à l'objet du désir de la mère. Et nous avons vu que cette première occurrence de l'objet nous a amené à cet objet imaginaire qu'est le phallus. Ce phallus-là va nous permettre d'articuler ce qu'il en est du désir, de la demande, du besoin, donc de ce qui se met en place immédiatement pour le petit homme, et qu'on va retrouver dans le graphe tel que le trace Lacan, avec les 4 points qui lui permettent, selon Lacan, de tenir debout. Et il appelle ça les 4 pieds sur lesquels peut se tenir normalement un sujet humain constitué comme tel. Donc, ce que nous essayons de rétablir là aujourd'hui, c'est ce qu'il en est du sujet humain constitué comme tel. Et c'est ce qui a été oublié, cette chaotisation à laquelle nous assistons en ce moment. On ne peut plus rien croire, vous ne pouvez plus croire. Qui peut encore croire un homme politique, un média, quelqu'un qui fait une annonce de quoi que ce soit aujourd'hui, puisque nous sommes dans une chaotisation extrême. Donc, il est impossible de croire, tout simplement, à la parole.
Alors, il reste sur le graphe, donc le moi, qui, nous l'avons vu, est une dimension spéculaire, qui met en place un petit a, un petit autre, dans un phénomène que Lacan appelle le mystère du deux. C'est-à-dire le deux, c'est l'amour immodéré que chacun voue à soi-même à travers son image. Donc c'est ça qui va nous poursuivre toute notre vie, et c'est ça justement que la psychanalyse permet d'étudier non seulement, mais aussi de proposer un protocole d'évasion de cette prison du moi, donc qui met en place un petit autre qui n'est autre que ma propre projection imaginaire. D'ailleurs, on verra que c'est ce qu'utilise l'hystérique pour se sortir de son impasse. Donc, ce n'est pas mauvais au départ, c'est juste un protocole de départ pour essayer de résoudre l'impasse de l'existence. Donc, on a le moi, on a l'image de l'autre, qui est le petit a, et on a le rapport du sujet constitué alors à l'autre avec un grand A, et ça, c'est la formule du fantasme, c'est-à-dire S barré, poinçon, petit a. Et là, nous avons aussi l'autre avec un grand A. Donc, on a, je répète, donc nous avons le M, le moi, le petit a qui est le petit autre, le S barré, poinçon, petit a qui est la formule du fantasme. Et donc, ce qui veut dire que le sujet est barré parce qu'il est divisé. Il est divisé parce qu'il ne coïncide pas avec lui-même. Et ça, il y a une question qui m'a été posée là dernièrement sur Twitter en disant « Mais pourquoi vous dites que le réel est la limite interne du symbolique? Ça veut rien dire, ou je comprends pas, etc. » Mais ça, c'est très simple. C'est que un signifiant peut signifier tout, sauf lui-même. Il ne peut pas se signifier lui-même. Donc, c'est facile à comprendre que le réel, là, c'est la limite interne du symbolique, contrairement à tous ceux qui mettent le réel comme quelque chose de matériel. C'est pas matériel, le réel. C'est un écart. C'est quelque chose qui fait que le signifiant ne peut pas se signifier lui-même. C'est pour ça qu'un signifiant appelle un autre signifiant, un autre signifiant, un autre signifiant, et que nous sommes toujours pris dans une chaîne de signifiants. Et nous avons donc ce grand autre en tant qu'il est le lieu de la parole. Donc ce lieu de la parole, nous l'avons vu avec la demande, la dialectique de la demande au désir. Il y a un paradoxe là, bien sûr, du désir que nous allons essayer de lever, parce que c'est la chose la plus complexe et la plus subtile à comprendre. Le désir, l'état pur de désir, je vous l'ai dit l'autre fois, c'était la chose la plus importante, c'est quelque chose qui est arraché au domaine du besoin et qui est porté au-delà et qui prend forme de condition absolue pour l'autre avec un grand A. L'autre avec un grand A, c'est le lieu de la parole. Alors quand j'essaie d'expliquer ça, je vous dis voilà, tout ce qu'il y a ici, mon propre corps, tout ce qui est matériel, tout ce qu'il y a autour de moi, etc., participe de la même essence que cette planète, c'est-à-dire que en mourant, tout va se fondre dans cette planète, c'est les mêmes molécules, etc. Il y a une chose qui n'appartient pas à cette planète, c'est la parole elle-même. Elle n'est nulle part. Et pourtant, nous sommes dirigés et gouvernés par cette parole, parce que c'est le rapport de notre sujet à la parole qui va déterminer ce qu'il en est de notre destin, qui se joue déjà dans les chaînes de signifiants, puisque c'est toujours dans les chaînes de signifiants qui appartiennent à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire tous les mots, toutes les possibilités articulatoires, toute la logique appartient à l'autre avec un grand A, et joue déjà de ces chaînes pour déterminer des éléments de notre destin. Et le travail de la psychanalyse consiste à mettre en rapport le sujet avec cet autre-là avec un grand A, de telle manière que il se rende compte qu'il est déjà toujours pris dans un discours et qu'il s'agit de changer de discours. Et ça se passe par la dimension de l'hystérique. Donc il faut l'amener, disons, du discours du maître ou du discours universitaire vers le discours de l'hystérique, et ensuite essayer de passer par le discours de l'analyse qui suppose un saut autre, d'une autre nature. C'est pour ça qu'il y a des étapes en analyse, notamment la destitution subjective, parce qu'il y a un passage à faire où il est plus possible de jouer d'un certain type d'identification. Et après tout,
Voilà. Le fond même de l'expérience analytique, qui je dis à l'autre, il donne la place dominante dans le discours de l'hystérique. Il hystérise son discours, il en fait ce sujet. Il est prié d'abandonner autre personne qui est 4 murs qui le ferment, et de produire définition disons cette association libre, maîtresse de tout dire du champ. Dire n'importe quoi, comment cela peut-il conduire à quelque chose, ne fait pas déterminer. Il n'y a rien dans ce qui peut être là sorti au hasard, justement, d'être signifiant. Se rapporte à voir qui ne se sait pas, qui est vraiment ce qui travaille. Alors, ça, je vais essayer de le reprendre aujourd'hui avec cette dimension de structure, et bien sûr en faisant appel aux 3 structures de langage incorporé que sont la psychose, la perversion et la névrose. Ensuite, donc, dans la névrose elle-même, 2 manières de faire avec cette névrose. La névrose obsessionnelle, c'est ce que nous allons particulièrement développer aujourd'hui, et la névrose hystérique dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais qui, je le répète, n'est plus à considérer comme une névrose, puisque, en fait, pour le sujet, il s'agit d'arriver jusqu'à ce point-là, c'est le point à partir duquel peut être intégrée la possibilité de sortir d'un discours sphérique et d'accepter la structure meubienne de l'existence, c'est-à-dire d'être défini par d'autres coordonnées que sont les coordonnées imaginaires, symboliques et réelles que met en place Lacan, notamment à partir du séminaire qui s'appelle Les Noms du Père, et qui va donner au sujet la possibilité d'accès à d'autres coordonnées qui sont beaucoup plus résonantes, beaucoup plus proches de sa dimension concrète que les coordonnées abstraites que sont la géométrie, aussi bien grecque ancienne que tous les développements de la géométrie jusqu'au More Geometrico qui est repris en exergue de l'éthique de Spinoza, et toutes les dimensions géométriques qui nous dominent absolument aujourd'hui et qui sont un découpage à la scie de l'espace dans laquelle le sujet n'est pas, parce que la définition du point ne le définit pas, contrairement à cette dimension du point de coinçage qui peut le définir dans le nouage imaginaire symbolique réel, dans la mesure où ça correspond aussi à une topologie, enfin à une dimension mathématique qui est la topologie, et c'est une dimension, disons, de déformation continue de l'espace, et qui correspond effectivement à la fluidité et à la plasticité des éléments de langage qui sont les correspondants de nos différentes métamorphoses. Vous savez que nous subissons toute une série de métamorphoses au stade intra-utérin. Il y a une très grande plasticité du corps humain qui peut s'observer là jusqu'à l'aboutissement de la forme humaine. Cette forme-là, en fait, est comme un résumé de toutes les espèces, ce qui veut dire que nous sommes la dernière forme arrivée, et en tant que telle, ça nous donne pas une supériorité sur les autres espèces, ça nous donne la responsabilité des autres espèces, qui n'est pas du tout la même chose. Donc nous avons la responsabilité de cette forme parce que nous avons accès aux possibilités de la parole. Les animaux eux-mêmes, vous le verrez partout, ils vont essayer de venir vers les hommes parce que les animaux eux-mêmes comptent sur les hommes. Mais les hommes eux-mêmes, perdus dans leurs rêves de folie, de domination, d'égotisme incroyable, vont essayer d'imposer leurs propres fantasmes sans questionner leur rapport à la parole, c'est-à-dire leur rapport à l'altérité radicale. Et on va voir que ça se joue entre dans les derniers passages, donc entre la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique. Alors, si je reviens sur le désir se présente comme ce qui, dans la demande d'amour, est rebelle à toute réduction à un besoin. Parce que, en réalité, cela ne satisfait rien d'autre que soi-même,
c'est-à-dire le désir comme condition absolue. Là, nous avons un premier point sur lequel j'insiste, mais on n'insistera jamais assez, c'est que c'est le désir qui fait sa loi au sujet et que c'est le langage qui fait la loi du désir. Voilà l'équation, voilà la manière dont nous nous trouvons déterminés par notre parole, ce qui est complètement oublié aujourd'hui et ce qui est la cause de cette immense chaotisation à laquelle nous assistons en ce moment. Je reviens à notre petite phénoménologie de l'échange de regards et donc de l'impossibilité de faire coïncider les deux regards ensemble. Et donc nous avons vu que nous allons passer par des stades que je définis dans cet ordre-là. Enfin, je définis. Disons que je n'ai aucune prétention d'inventer quoi que ce soit. Je me sens plutôt un peu comme Chesterton qui disait avec la plus grande audace, je découvre des choses que d'autres ont découvert avant moi, donc notamment Freud et Lacan, mais pas que, puisque effectivement, comme le dit Freud avec beaucoup d'humilité, chaque fois que je suis arrivé quelque part, j'ai vu qu'un artiste était passé avant moi. Donc, il y a aujourd'hui, disons, assez de travail qui a été effectué par, disons, les gens qui font référence dans leur domaine. Je pense notamment à Freud et Lacan, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre psychanalyse que la psychanalyse qui va de Freud à Lacan. Ça n'existe pas. Le reste n'est pas de la psychanalyse. Quand je vois des gens qui disent « Oui, mais là, Lacan s'est trompé. Je ne suis pas d'accord avec Lacan, etc. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Il faut déjà se confronter au texte. C'est indépassable, Freud et Lacan. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller, vous immerger dans le texte et essayer de saisir et essayer d'amener la flèche un peu plus loin. Ça, c'est un principe éthique et beau. Ce qui est rare. Le reste, c'est pour que ça me revienne, c'est pour se mettre en avant et pour dire ouais, mais moi c'est pas ça, etc. Mais ça, c'est le jeu, c'est le cirque du monde, c'est la société du spectacle avec tous les clowns là, les pseudo-philosophes. Vous voulez ressembler à Bernard-Henri Lévy ou à Enthoven? Non, mais franchement, c'est ridicule. Donc, les textes sérieux sont arrivés à nous porter quelque part. Et là, donc, nous avons aujourd'hui une possibilité d'articuler les choses comme ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, donc, la psychose qui se définit par un certain type de rapport au savoir. Bon, il y a toujours cette notion de l'autre, avec un grand A. Bon, c'est difficile à exposer parce que ça part dans tous les domaines. Alors je lance les pistes et puis je vais essayer de recoudre tout ça, mais des fois j'en oublie au passage et il faut que je revienne. Donc, ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est la néoténie. Et donc cette néoténie nous met dans une position d'un certain type de rapport à l'autre qui est celui de la dépendance. Chaque enfant qui vient au monde va être intégralement dépendant d'un autre. On ne peut pas se débrouiller, donc on a besoin de l'autre. Donc l'autre avec un grand A va naître rapidement comme étant l'autre de la parole. Mais ça ne va pas pour autant être placé au bon endroit pour tout le monde. Et selon donc la généalogie, parce que ce qui se transmet, ce n'est pas la génétique, c'est pas des codes, c'est pas des bouts d'ADN ou je sais pas quoi, ça c'est des fantasmes de scientistes. Ce qui se transmet, toujours depuis le début, depuis l'origine, puisque notre espèce étant cette espèce néoténique, parce qu'elle a accès à la parole, est capable de décoder la genèse. Donc, de changer des choses dans son code génétique. C'est pas une réplication de forme comme les animaux. Les animaux, eux, sont coincés dans leur forme. C'est pour ça qu'ils viennent vers l'homme, parce que l'homme constitue leur salut. Lui, il a un accès à la parole. La parole, c'est ce à quoi l'homme doit se confronter. Donc, cette confrontation, c'est la confrontation avec l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la différence radicale, l'altérité radicale. Cette altérité radicale va nous marquer à vie, donc, comme ce qui va nous définir selon qu'on l'assume ou qu'on la réfute. Donc ça va donner, évidemment, en fonction de
cet héritage généalogique, parce que vous savez que, et je le confirme, donc il faut 3 générations pour faire un psychotique, ça veut dire que chaque sujet est inscrit dans 3 générations. Et ce qui se transmet, ce sont les blancs, les vides, les manques dans l'histoire. C'est ce qu'on va appeler l'inconscient. Ce qui va se transmettre, c'est de l'inconscient. Donc cet inconscient qui se transmet de génération en génération, ça va déterminer ce rapport à l'autre. Et évidemment, nous commençons par la psychose. C'est-à-dire la psychose, c'est ne pas pouvoir savoir. Même si j'arrive à savoir beaucoup, parce que je m'inscris dans une certaine démarche de savoir, il y a toujours un point où le savoir s'arrête. Et il sera plus possible de savoir au-delà d'un certain point. Personne ne peut tout savoir. Donc ce savoir-là, il caractérise l'autre. Cet autre avec un grand A, c'est un savoir et une vérité. En sachant qu'il y a une dialectique entre le savoir et la vérité. Le savoir, c'est un savoir qui tient jusqu'à ce qu'une vérité fasse chuter ce savoir. La vérité est là pour montrer l'inutilité d'un certain type de savoir. Donc, le savoir absolu chez Hegel, ce n'est pas tout savoir. C'est justement accepter de sortir de ce fantasme de tout savoir et accepter que je ne peux savoir que quelque chose dont je peux jouir du savoir. C'est-à-dire le réel dont je suis affligé, ou je est affligé, EST, par l'inconscient. Donc, la psychose se définit comme je ne peux pas savoir. Il y en a qui restent là, et là on rentre dans un certain type de clinique, puisque le savoir va se définir avec le croire. Le croire et le savoir font partie du même registre a priori, ils vont se différencier que plus tard, mais au départ ils occupent la même position. Et si le psychotique se définit que de l'autre, il ne peut pas y croire, avec un grand A dans son altérité radicale, on va voir pourquoi tout à l'heure avec la névrose obsessionnelle. Donc, s'il ne peut pas y croire, Versagen des Glaubens, dit Freud, hein, l'impossibilité de croire. Donc, il ne peut pas croire en l'autre. Évidemment, cette croyance dans l'autre va se déplacer. C'est un déplacement auquel on va avoir affaire, mais la psychose est notre position primordiale. Nous ne pouvons pas savoir. Il y a quelque chose que nous ne saurons jamais. Mais en suivant les stades de développement, nous allons passer donc de la psychose, de ne pas pouvoir savoir, donc c'est la définition avec un savoir, à je sais bien mais quand même. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc la position de la perversion. La perversion, en fait, elle s'origine au départ sur rien d'autre que, dans ce regard entre la mère et l'enfant, le fait que l'enfant va essayer de maintenir une position intersubjective réelle. C'est-à-dire de laisser le fait qu'il y ait 2 sujets simultanément, alors que la loi, qui va se retrouver dans la logique, et donc dans la logique du fantasme, avec S barré poinçon petit a, c'est que s'il y a un sujet, il y a un objet. Voilà. Il ne peut pas y avoir 2 sujets simultanément. Sauf, bien sûr, dans le cadre de la cure analytique, mais parce que l'analyste, c'est lui qui se met en position de l'objet, petit a, à n'en faire que le semblant. C'est-à-dire qu'il joue le jeu pour faire émerger le sujet de l'autre côté. Sinon, dès qu'il y a une intersubjectivité, elle est imaginaire. C'est pour ça que le pervers, lui, se définit non pas le pervers sadique tel qu'il est défini par Hannah Arendt après le procès de Nuremberg concernant Eichmann, mais celui qui se fait le pur instrument de la jouissance de l'autre. C'est-à-dire se mettre, lui, en position d'objet, donc, d'instrument, mais pour faire jouir l'autre et avoir donc le pouvoir sur l'autre. Ça, c'est la perversion, et ça s'origine du fait de maintenir 2 sujets. Donc il y a cette dimension de la perversion, et puis la névrose, donc, c'est le stade qui vient après,
Et on va voir tout à l'heure qu'il y a deux versants, le versant hystérique et le versant obsessionnel. Et la névrose, c'est comme si ça venait recouvrir ça, et ce qui illustre la phrase de Freud comme quoi la perversion est le négatif de la névrose, ou l'inverse de la névrose, c'est que ce que les pervers font, les névrosés, eux, ne font qu'en rêver. C'est-à-dire que ça se place sur le plan du fantasme, uniquement. C'est l'imaginaro symbolique. Donc c'est comme si il y avait une perversion qui était à ciel ouvert, et le ciel se referme. Le ciel, c'est le langage. Donc, les mots viennent permettre aux névrosés, donc, de vivre dans le fantasme ce qu'ils ne peuvent pas vivre dans le réel. Là, nous arrivons donc à la structure de la névrose, et on va voir selon quelle modalité, et donc c'est toujours dans ce rapport à l'autre et à ce savoir. Alors, bien sûr, le savoir, là, il est évité d'une certaine manière. Le savoir névrotique, c'est « je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir ». Donc, le psychotique, c'est « je ne peux pas savoir ». Nous ne sommes pas exempts d'épisodes psychotiques, puisque dans le rêve, nous traversons une forme de psychose. Le pervers, c'est « je sais bien ». Donc, je ne sais pas. Je dis que je sais, mais je ne sais pas. Parce que je veux faire porter la culpabilité à l'autre. Donc, je dis que c'est l'autre. Et parce que je maintiens deux sujets. Et le névrosé, lui, c'est « je ne veux pas. Je ne veux rien en savoir. » Voilà. Je ne veux rien en savoir. Étant donné que Lacan oppose un démenti à Aristote, ce qui est assez rare, puisqu'il connaît très très bien Aristote, mais là, il dit « il n'y a pas de désir de savoir ». Il y a juste une horreur de savoir, parce qu'il s'agit de se confronter à sa propre impasse, et il faut faire preuve de courage pour ça. C'est pas le Club Med, quoi. C'est pas la promenade du dimanche. Hein. Il s'agit d'y mettre sa peau, comme on le fait en analyse, et de se confronter à sa propre horreur de savoir, de ne pas vouloir savoir. C'est très important cette dimension du savoir, et aussi de s'apercevoir que c'est pas le désir qui préside au savoir, c'est l'horreur. Oui, vous me direz qu'il y a des gens qui travaillent comme ça, à obtenir l'agrégation. Mais ça, vous comprenez, ça n'a rien à faire avec le désir de savoir. Ça, c'est un désir qui, si je puis dire, comme toujours, est le désir de l'autre. Et j'ai déjà expliqué que l'autre désire, bien sûr, on tombe sous le coup, le désir de l'homme et de l'autre, oui. Mais c'est plus ou moins compliqué, le circuit. Il y a le désir de l'autre qui se communique de plein pied, parce qu'il nage déjà dans l'autre, lui. Donc, pour différencier ces deux approches névrotiques qui sont celles de l'hystérique et de l'obsessionnel, Freud fait appel à une notion de traumatisme originel pour parler de l'hystérique, parce qu'il dit que l'hystérique subit une séduction, c'est-à-dire une intrusion, une irruption du sexuel dans son propre, sa propre intégrité psychique, et dans la vie du sujet, ce traumatisme psychique va la poursuivre toute sa vie. Et c'est pas du tout la même chose pour l'obsessionnel, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'obsessionnel, lui, va vivre quelque chose de l'ordre d'un rôle actif où il a éprouvé une certaine jouissance, où par sa propre dimension psychique, il a pénétré quelque chose du domaine de l'esprit, de la pensée, et il va essayer de retrouver ça. Donc nous allons trouver cette dialectique entre l'hystérique et l'obsessionnel, où l'hystérique, elle, va... Je dis elle, mais bien sûr c'est par commodité, c'est une structure qui est profondément féminine, mais pas au sens où ça correspond aux femmes. Hein. C'est féminine dans le sens où il y a une forme
de passivité qui est celle du sujet. Je vous rappelle que sujet tient sa forme même de sujet, de l'assujettissement au signifiant. Donc c'est une position de passivité. Il faut inverser là le sens courant avec le sujet et l'objet, où l'objet est quelque chose d'inerte et de passif, et le sujet est l'agent qui agit sur l'objet. C'est-à-dire sur le plan purement étymologique, c'est l'inverse. C'est-à-dire l'objet object se met en travers, et le sujet, lui, est assujetti. Donc il tire son essence même donc d'avoir été produit par quelque chose d'autre que lui. C'est pour ça que le sujet est produit par la chaîne signifiante. Il y a un signifiant qui s'adresse à un autre signifiant, et bien ça a un effet de sujet. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'agit d'écouter dans la cure analytique. C'est pas moi, c'est pas le contenu ou le blabla qui vous est raconté, mais c'est comment le sujet va intervenir à différents niveaux des rapports entre un signifiant et un autre signifiant. Comment les signifiants vont se retrouver dans toutes les histoires qui sont racontées, et donc là vous allez repérer où se trouve le sujet et dans quel type de discours il est pris. Donc sujet et objet sont à être réévalués comme ça, puisque ça va être important dans la manière que nous allons avoir donc d'établir cet écart entre, disons, la projection hystérique, puisqu'on l'a vu que l'hystérique va mettre le petit autre en position de grand autre pour justement conserver cette position de sujet, la protéger, puisque c'est à partir de là que une position, disons, de revendication hystérique va permettre, en considérant l'autre comme un maître, de pouvoir le dominer, notamment par la parole, par la question, par le fait de le mettre et de l'amener dans une impasse logique. Et donc c'est quelque chose d'autre projectif, c'est quelque chose qui est extériorisé par rapport à l'obsessionnel qui, lui, est dans un rapport où, si l'hystérique est identifié au désir de l'autre, puisque c'est l'identification hystérique, je vous rappelle que c'est la troisième identification énoncée par Freud, après l'identification au père, l'identification donc au trait unaire qui va donner les insignes du père, et donc la troisième, l'identification au désir de l'autre. Donc si l'hystérique est identifié au désir de l'autre, l'obsessionnel, lui, va se retrouver dans une autre sorte d'impasse, c'est que il voudrait un désir qui soit dégagé de l'autre avec un grand A. Donc il va essayer de détruire l'autre. Mais le paradoxe, c'est comme les mots, c'est-à-dire tout le système symbolique appartient à l'autre, l'obsessionnel va détruire l'autre, mais en lui demandant sa permission. Ça, c'est toujours les aspects qui sont très drôles dans la logique, parce que, évidemment, avec l'autre, avec un grand A, on n'en sort pas. C'est impossible. Ça fait penser à la phrase de Beckett, vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Alors, on pourrait dire, il y a de l'autre, avec un grand A, c'est sans remède. Vous pouvez essayer toutes les stratégies. La meilleure stratégie, quand même, c'est de faire avec l'autre, avec un grand A. Et donc, pour faire avec l'autre, avec un grand A, il s'agit de ne pas vouloir le posséder comme fait l'hystérique, ou pas vouloir le détruire comme fait l'obsessionnel. Mais trouver une possibilité de redonner son statut à l'altérité, et ça, si vous avez bien suivi les différents séminaires qui précèdent, non, nous avons pour ça cette notion de phallus qui nous permet justement de concevoir cet objet imaginaire qui est en même temps la puissance symbolique, parce que là je reviens, donc on a pour l'hystérique quelque chose d'imaginaire, de projeter sur l'autre, c'est imaginaire, et puis pour l'obsessionnel c'est une incorporation, il va essayer de bouffer l'autre. Bouffer l'autre, vous vous souvenez, c'est quand je vous ai développé les stades où les deux sexes sont au départ dans une position phallique vis-à-vis de la mère, puisqu'ils sortent de l'utérus selon un mouvement de contraction, et ils vont essayer d'y revenir, donc de repénétrer la mère. Ne pouvant pas pénétrer la mère puisqu'ils sont sortis, alors à partir de là, on peut dire qu'on rentre dans la dimension obsessionnelle quand on veut incorporer
la mer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la pénétrer, donc on va la faire venir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le signe, disons, du désir de l'autre qu'essaye d'incorporer l'obsessionnel, de telle manière que son désir soit dégagé de l'autre avec un grand A. Donc il dénie. Mais évidemment, il ne peut pas le dénier jusqu'au bout, puisque tout désir nécessite l'autre comme lieu de la parole, puisque le désir n'est rien d'autre qu'une désinence du dire. Mais le problème, c'est que nous sommes des tout petits enfants, que nous ne savons pas parler, et que nous ne savons pas faire avec la logique, puisque la logique a à peu près, disons, 2000 ans, et par rapport à l'histoire de la Terre et par rapport à ce qu'il s'agit d'apprendre, c'est très très peu. Nous sommes au balbutiement de la logique et dans les possibilités juste entrevues d'apprendre quelque chose. Et donc, ce que nous voulons apprendre aujourd'hui, donc, c'est qu'il y a dans ce rapport à l'autre une stratégie qui est liée à cette notion d'altérité, qui ne va pas sans cette notion de un. Pour ça que Lacan, à partir d'un certain moment, commence à dire il y a de l'un. Parce que il n'y a pas de l'un sans l'autre, en quelque sorte. Et comme il n'y a pas de l'autre sans l'un. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et nous sommes pris dans ces jeux de logique qui ont déjà donné lieu à des textes fameux, notamment dans le Parménide, avec cette notion de un, que Lacan reprend dans un séminaire qui s'appelle Ou pire. Et là, aujourd'hui, ce sur quoi nous nous concentrons, c'est ce rapport à l'autre en tant que nous ne viendrons jamais à bout de l'autre, ni de son savoir, ni de sa vérité. Voilà. Ça donne déjà une position qui relaxe, qui relâche, parce que à partir de là, il s'agit de faire tomber l'excès de tension qui est lié aux identifications et aux mauvaises identifications, notamment à tout ce qui se passe dans le discours dominant aujourd'hui et qui nous empêche de nous concentrer sur le seul savoir auquel le sujet a accès. Il n'y a pas d'autre accès que celui-là, c'est l'inconscient dont il est le sujet. Donc il est affligé d'un réel qui est lié à cet inconscient et c'est le seul savoir auquel il a accès. Qu'est-ce que veut dire du même coup que le savoir? Le savoir, c'est ce qui nous guide. C'est ce qui fait qu'on a pu traduire le savoir en question par le mot instinct. Donc c'est parti ce qu'on articule comme la pensée. J'écris comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait équivoque avec l'appui. L'obsessionnel, c'est celui qui a à se constituer face à ce désir évanescent, puisque lui, il ne le situe pas dans l'autre. Il essaye plutôt de faire en sorte que ce soit un désir à soi. Quand il s'agit dans une cure de faire sortir de la névrose, notamment une névrose obsessionnelle, si vous enlevez à un obsessionnel son obsession, c'est-à-dire sa névrose, il va lui manquer un point d'appui, puisque son obsession, c'est ce sur quoi il se tient. C'est à partir de ça qu'il peut s'élever en tant que sujet. Donc la prudence, là, recommande de savoir dans l'interprétation à quel type de névrose vous avez affaire. Évidemment, l'hystérique, c'est un peu différent, puisque l'hystérique, elle, va s'appuyer directement sur l'autre. Puisque le désir, c'est le désir de l'autre, pour l'obsessionnel, c'est très difficile, là, de trouver un point d'appui. Donc il va se trouver, évidemment, avec une activité fantasmatique extrêmement forte, et comme on l'a vu dans le passage de structure, il va avoir une série de fantasmes, des plus pervers, qui vont lui permettre dans le monde infernal des fantasmes, de pouvoir continuer à vivre pour se demander ce qu'il fait là, puisque c'est très complexe à vivre, puisqu'il est parcouru par des contradictions en permanence, c'est-à-dire dans cette volonté obstinée de vouloir détruire l'autre. L'autre qui, évidemment, est indestructible, puisque détruire l'autre, c'est se détruire dans sa capacité même de désirer, puisque l'autre possède les clés mêmes du désir, étant le lieu de la parole par excellence. Mais pour revenir à Freud, quand même, donc Freud
n'a jamais considéré l'homme autrement que constitué, disons, se constituant comme sujet à travers la parole, à travers l'ordre de la parole. L'homme, il est toujours ainsi expérimenté dans l'œuvre de Freud, c'est-à-dire celui qui est capable de dire « je ». Donc, qui est toujours, dont le rapport au monde, et même le rapport à la nature, est toujours médié par la parole. Donc, tout est ramené au niveau de la parole. Et c'est d'ailleurs donc ce qui se passe en analyse, c'est-à-dire c'est une mise en scène de ramener au plan symbolique, mais cette fois en y incluant le réel comme limite interne, par rapport à, disons, la dimension imaginaro-symbolique de laquelle on est abreuvé en permanence, c'est-à-dire chacun s'imagine que son fantasme, c'est-à-dire le lieu où se passe sa plus grande peur, ces terreurs nocturnes d'enfants, de disparition du monde, etc., deviennent aujourd'hui des réalités objectives pour la plupart, alors que ça n'a rien à voir. Que ce soit le climat, la technologie, etc., tout le reste, tout ça, en fait, ce sont des avatars de la vie, et que chacun ne peut accéder qu'à une seule dimension, un seul savoir, et que ce savoir-là, c'est l'inconscient dont il est le sujet. Ah voilà, je voulais en arriver là. Donc la dialectique de la demande, en tant que la demande de toujours quelque chose qui est plus et au-delà de la satisfaction à laquelle elle fait appel. Donc, c'est pour ça qu'il était important pour nous d'arriver à saisir cette dialectique du désir et de la demande. Parce que le désir a une position paradoxale. Dans la mesure où, comme on l'a vu tout à l'heure, se prenant au plan des besoins, parce que sinon, le sujet n'arriverait pas à récupérer sa moindre liberté, donc sa responsabilité. La liberté va avec la responsabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir répondre de sa position. Donc, le désir va se prendre au niveau des besoins, ce qui fait que le sujet en analyse va arriver à concevoir que ce qui lui arrive n'est plus imputable à l'autre, petit autre ou grand autre, puisque il doit répondre de sa position de sujet. Mais là, on l'a vu, c'était important de revenir sur cette dialectique entre le besoin, entre le désir et la demande, parce que le désir occupe cette position paradoxale d'être un au-delà inatteignable, bien sûr, par la demande, puisque la demande, c'est la satisfaction du besoin. Mais comme on l'a vu, la demande étant aussi une demande d'amour inconditionnel, l'amour étant lié au verbe lui-même, l'amour est quelque chose de logique, donc elle est toujours au-delà de sa possibilité de satisfaction. Donc le désir est au-delà, et en même temps le désir est en deçà de la demande, elle est en deçà de toute possibilité d'accès à l'être de l'autre. Et donc elle n'y accède jamais à l'être de l'autre. Ce désir est pris entre l'appel de la satisfaction et puis une demande d'amour qui, elle, est incomblable à l'infini. Puisqu'il n'y a pas d'amour autre que celui de cette demande infinie. Je ne dis pas que le grand autre n'existe pas pour l'obsessionnel, je dis que dès qu'il s'agit de son désir, de grand autre, il n'y en a pas pour l'obsessionnel. Donc là, vous voyez que la manière dont Lacan, puisque c'est une phrase de Lacan, campe le rapport de l'obsessionnel au désir, c'est une position impossible. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que l'obsessionnel précède, disons, dans une sorte d'évolution entre la psychose, la perversion, la névrose, obsessionnelle et hystérique, la manière dont s'organise, se met en place la possibilité du sujet humain de faire avec la parole. Ça, c'est tout le projet de la psychanalyse.